Espagne-France, la grande preview de la demi-finale de cette Euro 2024. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne du Club des 5. Je suis très heureux, je suis très content d'être avec vous. On est là, on entre dans le dernier carré et on va pouvoir se projeter un petit peu sur cette demi-finale, savoir comment ça va se passer pour la Roja et comment ça va se passer surtout pour l'équipe de France, parce qu'on est quand même français, francophone. On va en parler aujourd'hui. Elton Mokolo, bonjour. Bonjour Romain, bonjour Walid, bonjour à toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo. Ça va? Ça va très bien. Ouais. T'es prêt? Bah oui, parce que c'est un choc qu'on avait pu vu depuis 2012 en grande compétition internationale. Bon, il y avait eu la finale de Milan. Bah, c'est vrai que ça faisait très longtemps et on est très impatients. Et en plus, il est question de quoi? Il est question d'une finale d'Euro, vous. Et depuis 2006, en phase d'élimination directe d'une grande compétition. D'une finale ou d'une demi-finale? Non, il y a eu la finale de la Ligue des Nations aussi. Non, il y a eu quart de finale à Donetsk. Ah oui, c'est vrai, Donetsk, quart de finale. 2012. Ah oui, c'est vrai, c'est quart de finale. Je pense que ça avait donné des réveillères entre Ménez, Nasri, c'est vrai que c'était quart de finale. On s'en souvient. Ouais. Et pour moi, 2008 et 2012, on passe même pas les poules. Tu vois. C'est un no man's land de l'équipe de France. Il s'en était passé beaucoup de choses sur ce match. Les deux latéraux droits, merci Laurent Blanc. Ça faisait longtemps. C'est vrai que... Walid Acharchour, bonjour. Bonjour Romain, bonjour Elton, bonjour à tous. Ça va? Ça va, super. T'as hâte? Ouais, ça va, on est prêt, on a hâte de voir cette demi-finale tant attendue. Ouais, c'est vrai que c'est. Je vais vous demander si pour vous c'est la plus belle des deux demi-finales entre Espagne-France et Pays-Bas-Angleterre. Juste avant les socios, je suis avec vous et on voudrait vous remercier parce que vous avez été présents pendant tout l'Euro. On est encore là grâce à nos partenaires, que ce soit Winamax et un bon maillot. Là, dans la prochaine vidéo, parce qu'on va faire. Petit spoiler, on va vous envoyer deux vidéos assez proches l'une de l'autre. On fera un unboxing encore pour un bon maillot. Juste vous dire que celui qui a gagné le maillot de la Géorgie ne s'est pas encore manifesté. C'est très bien ça. S'il ne s'est pas manifesté d'ici à la finale, on refera un nouveau tirage au sort. On rappelle, c'est donc Udar Pavarota 396 qui doit m'envoyer un message sur Instagram sur Romain-BDK. Il doit être occupé. Pour que j'envoie le maillot de la Géorgie. Merci à un bon maillot qui nous accompagne sur cette compétition. On va parler donc de ce Espagne-France. Déjà, première question, est-ce que c'est la demi-finale? On va enlever le côté patriotique français, tout ça, etc. Est-ce que d'un point de vue footballistique, c'est la demi-finale qui vous hype le plus? Oui. Elton, ouais, c'est la demi-finale qui me hype le plus parce qu'il est question de quoi? Il est question de l'équipe qui, sur le plan esthétique, a quand même le plus impressionné et qui, par le parcours, a quand même convaincu. Je pense que le match contre l'Allemagne est un tournant. Et en face, on a ce qu'on appelle l'antéchrist du football, celui qui aime bien briser les rêves des autres pays. Bon, quand bien même ils n'ont pas remporté ni l'Euro 2021 ni la Coupe du Monde 2022, mais les questions de l'équipe de France où c'est très compliqué d'aller lui mettre un but, c'est très compliqué de l'abattre. Donc on est sur une opposition de style qui me plaît. Ouais, toujours pas de but pris dans le jeu par l'équipe de France, toujours pas de but marqué dans le jeu à part des CSC. Par l'équipe de France aussi, on aura le temps d'y revenir. C'est l'affiche qui te hype le plus entre les deux aussi? Oui, c'est l'affiche la plus excitante entre deux sélections qui sont très très dures à battre. On rappelle que l'équipe de France, la dernière fois qu'elle s'est fait sortir en 90 minutes, c'est la Coupe du Monde 2014. Et l'Espagne, ça doit être l'Euro 2016, il me semble, l'Espagne-Italie peut-être. En 90 minutes. En 90 minutes, c'était à Saint-Denis. Il y a moins de matchs à élimination directe pour l'Espagne que pour la France sur la période, puisqu'il y a eu pas mal de. Enfin, il y a des éliminations en poule pour l'Espagne, etc. Bien sûr, mais en tout cas, quand ils sont dans ces rendez-vous-là, ils sont très très durs à battre. On parle du vice-champion du monde d'un côté, du vainqueur de la dernière Ligue des Nations de l'autre, d'un demi-finaliste de l'Euro avec l'Espagne. D'une équipe de France qui doit réagir dans cette compétition après avoir fait finale en 2016 notamment et gagné en Coupe du Monde en 2018. Donc on a une opposition de style, on a c'est pour moi les deux équipes les plus fortes aujourd'hui du tableau et ils se rencontrent en demi-finale, donc ça va être très très intéressant. Et puis même il y a un débat d'idées autour de la sélection, est-ce qu'on doit jouer ou on ne doit pas jouer, est-ce qu'on peut travailler ou pas travailler, et c'est quand même deux mondes qui s'affrontent, deux styles de formation, deux styles de joueurs, et même éditorialement il y a quand même pas mal de débats qui vont découler de ce match-là et ça va être intéressant à suivre. C'est vrai, Elton, qu'avant de rentrer dans ce que les deux équipes peuvent faire et vont faire, c'est vrai qu'on a quand même deux styles, tu le disais, deux complètement différents, avec une équipe qui essaye d'être protagoniste avec ballon en tout cas,
et une autre qui n'a qu'une seule envie, c'est casser, casser le jeu de l'adversaire, quoi. On a le côté académique espagnol, cette culture de vivre avec le ballon qui a été mise en avant. Bon, même s'il y a eu quand même des adaptations tout au long de la compétition avec cette idée d'avancer davantage sur la verticalité, mais l'Espagne aura toujours cette idée première de réfléchir autour du ballon. Du côté de l'équipe de France, on a vu qu'avec les principales difficultés qu'il y avait eu sur le plan offensif, c'était davantage dans l'idée de vivre sans ballon que tu as allé loin dans cette compétition, que tu as allé en demi-finale, et que le symbole de tout ça, c'est ton back four, même j'ai envie de dire ton 5 majeur, si on veut reprendre un terme basket, qui a été très très performant, avec des performances individuelles de premier choix. Donc c'est deux versions qui s'opposent, on va voir qui va s'imposer à l'occasion de cette demi-finale du côté de Munich, mais pour moi je pense que c'est surtout ta capacité à valoriser tes moments forts et surtout minimiser tes temps faibles qui détermineront l'identité du vainqueur. Ouais, on verra comment géreront ces émoluments-là, côté français et côté espagnol. On va d'abord commencer par l'équipe de France. L'idée n'est pas de refaire l'intégralité de la compétition des deux, hein, mais ce qu'on peut dire, et peut-être l'interrogation qu'on peut avoir côté équipe de France, Walid, en plus de tous les débats sur l'attaque, etc., c'est que c'est peut-être la première fois qu'on va affronter une équipe aussi en forme. Sans manquer de respect à ce qu'a fait la Belgique sur cet Euro, ce qu'a fait le Portugal sur cet Euro. L'Espagne, ça fait partie des équipes les plus, non seulement attrayantes, mais aussi convaincantes depuis le début de la compétition. Et il y a une vraie interrogation de savoir comment l'équipe de France va agir face à une équipe qui est si en forme que ça. Comment cette équipe de France va agir? Je pense qu'on a quand même des certitudes sur la proposition française, mais c'est surtout comment elle va résister ou comment elle va pouvoir impacter ce match-là de n'importe quelle des manières pour aller chercher une finale. Autant oui, tu l'as dit, sur le match contre la Belgique ou le match contre le Portugal, je sentais cette équipe de France supérieure à ces équipes-là, parce que même si on critique l'équipe de France, et moi le premier, il faut être honnête, j'ai aussi beaucoup critiqué le Portugal et la Belgique. Je l'ai beaucoup moins fait sur l'Espagne depuis le début de la compétition, et j'ai le sentiment que l'Espagne nous est supérieure. Donc si la France passe ce col hors catégorie qui est l'Espagne, qui est pour moi l'équipe la plus convaincante et la plus compétitive depuis le début de la compétition, pour moi ce sera véritablement quelque chose de très très fort. Ce que je n'ai pas encore ressenti contre le Portugal, de par la manière, contre la Belgique notamment, ni contre les Pays-Bas en phase de poule. Même s'il faudra aussi avoir l'honnêteté de dire que les Pays-Bas est en demi-finale d'Euro. On a deux équipes du groupe de la France qui sont en demi-finale de l'Euro. Exactement, donc c'était pas une poule de peintres non plus. Mais voilà, je pense que là, oui, l'équipe de France va se confrontée à ce qui se fait de mieux, je pense, sur cette compétition. Et si elle arrive à s'en sortir, ce sera un énorme tour de force, beaucoup plus fort que face au Portugal et face à la Belgique, parce que je pense quand même qu'ils ont tenu leur rang. Là, contre l'Espagne, surtout qu'en plus, on a un historique avec l'Espagne, où aujourd'hui, l'Espagne, voilà, c'est l'équipe... Même s'il y a eu des hauts, des bas, on en parlera après. Quand tu te dresses contre l'Espagne, notamment en demi-finale d'une compétition, c'est toujours quelque chose de très très compliqué. Et on l'a vu notamment au XXIe siècle. Même s'il y a l'Euro 2000 où on les bat. Sinon... 2006 aussi on les bat. 2006 on les bat aussi, mais je parle de la nouvelle Espagne, c'est-à-dire l'Espagne qui gagne à chaque fois qu'on les joue. C'est très très difficile. On peut les gagner. Hein. On peut gagner. On a gagné la finale de Ligue des Nations notamment, où pendant 60 minutes on est en grande difficulté. Mais c'est toujours une épreuve de force et c'est toujours une équipe qui doit être respectée. Elton, la métaphore cycliste là du col hors catégorie, elle est plutôt bonne parce qu'on a l'impression qu'effectivement il y a un mont qui est face à nous, qui est une des équipes les plus en forme et les plus attrayantes de cette Euro. Et à côté de ça, c'est le premier col. On ne sait absolument pas encore, nous, notre état de forme face à une telle adversité. Oui, parce qu'en fait, quand tu regardes la réalité de la Belgique, c'était une équipe qui était traversée par le doute. Et ça s'était vérifié sur la compo à partir du moment où ils avaient aligné des offensifs, mais entre guillemets, ils avaient été très restrictifs dans leur manière de jouer. Et contre le Portugal... Roberto Martinez, il a souvent évoqué le respect par rapport à Didier Deschamps et force est de constater que Didier Deschamps lui est rentré dans sa tête. Là, du côté de l'Espagne, c'est une équipe qui avance, comme le dit Walid, avec beaucoup d'euphorie, avec beaucoup de confiance. Et ça, c'est une donnée qu'on n'avait pas vue sur la compétition pour un adversaire de l'équipe de France, parce que les adversaires de l'équipe de France ont été davantage respectueux. Alors oui,
Du côté de l'Espagne, je pense qu'en demi-finale, on va quand même être un peu plus attentif par rapport à l'équipe de France, mais à côté de ça, on va aussi arriver gonflé par la série de quand même 5 victoires. Alors, même s'il y a un petit astérisque parce que tu as gagné un match en prolongation, mais à côté de ça, tu es sorti théoriquement de la poule de la mort, tu as battu le pays organisateur, autant d'éléments qui te montrent qu'il y a de la confiance. Et même, notamment sur quelque chose qu'on va évoquer tout à l'heure, l'apport des remplaçants, et ben, les faits sont têtus. Daniel Olmo, qui était remplaçant, fait but et passe décisive. Et Mikel Merino est buteur. Donc je te dirais pas que tous les voyants sont ouverts pour l'Espagne, mais on s'en rapproche. On s'en rapproche. Côté français, qu'est-ce qui va le plus peut-être vous inquiéter? Est-ce que c'est cette attaque qui n'arrive pas à trouver son rythme de croisière, et on peut parler des performances individuelles de certains joueurs, ou c'est le fait que même face à des équipes qui n'étaient pas en forme, on en parlait, il y a quand même eu des situations qui ont été concédées contre la Belgique, et il y a quand même eu des situations qui ont été concédées contre le Portugal avec énormément d'occasions franches, voire très franches. Qu'est-ce qui est le moins rassurant pour toi, Walid? Moi, il y a beaucoup de choses qui m'inquiètent. L'efficacité, parce que quand on voit ce que l'Espagne a produit contre l'Italie, où ils ont... la France est bien plus forte et bien mieux outillée individuellement que l'Italie, mais quand on voit qu'elle a eu très très peu d'occasions franches sur la rencontre, quand on voit la même chose pour l'Allemagne qui, même si en essayant de se débattre, n'a pas eu finalement pléthore d'occasions. On a eu sur la fin de la prolongation. Voilà, il y en a eu, mais sinon globalement ça a été comment dire, compliqué. Quand on voit que offensivement, je crois que sur le classement des XG, l'Espagne est tout en haut en étant la meilleure attaque, c'est-à-dire qu'ils ont quand même mis 11 buts depuis le début de la compétition, et c'est encore l'équipe qui a le plus gros XG et le nombre d'occasions non converties par rapport à ce qu'ils pouvaient convertir. On se rappelle notamment du match contre la Géorgie où Lamine Yamal en rate 2 ou 3. L'Italie aussi, où il tombe sur un Donnarumma extraordinaire. Donc tu te dis globalement que l'Espagne a encore une marge de progression sur ce type de situation, et de l'autre côté la France a aussi, parce qu'il faut le rappeler, ils sont 3e dans ces fameux IG, mais t'as pas l'impression qu'individuellement les individualités offensives ont lancé leur compétition, et avec très très peu de munitions et avec encore plus de pression sur ces occasions, si on a très très peu, ça peut être compliqué. Et de l'autre côté la même chose, la bataille du milieu de terrain, où on sait que individuellement, cette équipe de France, elle est capable, dans le défi physique, de mettre en difficulté l'Espagne comme elle a pu l'être face à l'Allemagne, qui a essayé de mettre un peu plus de vice et un peu plus de méchanceté sur la première mi-temps. Pedri en a fait les frais notamment. Je me dis que dans l'élaboration du jeu, on peut être en difficulté. Et puis aussi défensivement, parce que pour l'instant, on dit qu'on est très très solide, mais on tombe sur un gardien quand même, Mike Maignan, qui fait des très très bons arrêts. Et on a quand même eu 2-3 situations assez chaudes à gérer, et face à deux ailiers qui sont très très performants, face à Dani Olmo qui a été l'homme du match contre l'Allemagne, tu peux t'attendre à souffrir. Et puis surtout, même moi je trouve que pour l'instant l'équipe de France n'a pas véritablement souffert, c'est-à-dire qu'elle a concédé des occasions, mais j'ai pas senti qu'elle a souffert. Avec énormément de peut-être un quart d'heure, 20 minutes face à la Pologne, un moment où c'était un peu plus poussé, mais souffrir, c'est-à-dire être vraiment cul par terre, ne pas pouvoir ressortir les ballons, être en grande difficulté, sentir que on n'arrive pas là, on est vraiment l'équipe d'Espagne ou une autre équipe nous met en immense difficulté. Ça, pour l'instant, je l'ai pas ressenti. Et si l'Espagne est capable s'il y a une équipe qui est capable de le faire, c'est l'Espagne. Et comment ils peuvent réagir si ça arrive, c'est mon inquiétude. On va parler de l'Espagne juste après, mais ça va faire une genre de transition sur l'attaque française face à la défense espagnole également, parce qu'il va y avoir des absents côté espagnol. Le Normand va être absent, Carvajal va être absent. Il y a encore un doute sur savoir comment ça va être compensé. Est-ce que ça sera Nacho qui sera dans l'axe et Jesus Navas à droite? Est-ce que Nacho ira à droite et il y aura Viviane qui serait les dernières infos qui serait là? Il peut y avoir Grimaldo aussi, je crois, qui peut basculer à droite également. Ou Cucurella qui pourrait... Les dernières infos, notamment du côté d'As, parlent d'un statu quo avec Jesus Navas latéral droit et Nacho défenseur central. Face à cette défense-là qui va être donc en construction, puisque ça va être forcément une défense inédite, est-ce que tu vois les Français pouvoir se créer les occasions qu'il faudra, ou est-ce que tu penses que, comme Walid le dit un peu,
il va y avoir peu de situations, mais quand il y aura des situations, il faudra les convertir. Mais pour moi, il y aura une donnée qui sera très importante, si ce n'est la donnée la plus importante, c'est le rythme avec ballon. Parce que d'un côté, tu as l'Espagne qui a ses circuits préférentiels sur comment optimiser Yamal, Nico Williams, comment trouver le meneur de jeu, en l'occurrence Pedri, ou alors Daniel Olmo qui devrait être titulaire parce que Pedri est out jusqu'à la fin de la compétition, et même avec les milieux relayeurs comme Fabien Ruiz qui sont capables par des courses d'être touchés. Du côté de l'équipe de France, on a été déficitaire là-dessus sur le rythme avec ballon. On a été principalement en difficulté, si bien qu'on était sur des situations caricaturales où en gros le terminal offensif c'était soit le latéral droit Jules Koundé ou soit les milieux relayeurs Kanté ou Tchouaméni. Là, face à l'Espagne, il va falloir proposer des choses différentes avec le rythme avec ballon. Moi, ça va être ma principale inquiétude parce que si tu es encore sur le rythme monotone, eh ben, ça va être forcément quelque chose de plus lisible pour l'Espagne parce que eux, ils auront pour eux le pressing. Le pressing qui sera une donnée très importante. Par contre, si tu arrives à augmenter notamment cette idée de rythme avec ballon, et pour moi j'ai l'incarnation de ça, mais j'ai l'impression que ça remonte à il y a 50 ans, c'est le but de Karim Benzema où justement tu as été capable de déjouer le pressing et de mettre ce fameux rythme avec ballon avec en conclusion un but extraordinaire. Il va falloir répéter ce genre de séquence. Mais est-ce que l'équipe de France aujourd'hui est capable de faire ça ? C'est-à-dire cette capacité à changer de rythme et à surprendre l'adversaire. Aujourd'hui, je n'en suis pas persuadé. Ça paraît être une autre vie quand on parle du but de Benzema. Après il va avoir des spots aujourd'hui pour l'équipe de France. Voir un Jesus Navas qui a 38 ans démarrer son premier match dans cette troisième match. En tout cas, le premier match à fort enjeu pour l'Espagne. Bon, Nacho avait déjà démarré la compétition. C'est peut-être son dernier match de très très haut niveau pour Nacho parce qu'il va partir en Arabie Saoudite. Tu as quand même une future charnière saoudienne avec Laporte qui se constitue. Est-ce que ça peut tenir? Est-ce qu'aujourd'hui, tout dépendra de la composition d'équipe de Deschamps? Est-ce que si tu mets l'attaque parisienne, Barcola, Dembélé, Mbappé, qui peut prendre les espaces et qui peut mettre en danger cette équipe, elle va sûrement avoir des spots. Ça veut dire que tu enlèves Griezmann, ça. On ne sait pas, peut-être que Griezmann pourra jouer un peu plus reculé, mais en tout cas, c'est une possibilité, ou même en cours de match, parce que que ce soit en démarrant ou en lecture de match, c'est une possibilité. Est-ce que l'Espagne va être conditionnée par ces trois joueurs-là en se disant attention, si on perd le ballon, on peut être en grande difficulté? Est-ce qu'elle sera dans une possession défensive? Est-ce que ce sera une équipe qui aura du courage avec le ballon, comme on a pu le voir, notamment depuis le début de la compétition? C'est aussi toutes ces questions. Est-ce qu'aujourd'hui, on va avoir encore un sélectionneur qui aura Deschamps dans la tête, et notamment Mbappé, le fameux Mbappé, mais pour l'instant on n'a pas ce Mbappé là, ou est-ce qu'ils vont jouer avec beaucoup d'insouciance, parce que contrairement au Portugal et à la Belgique, pour l'instant l'Espagne, il n'y a pas de claque immense contre l'équipe de France, en fait. Il n'y a pas un passif où il n'y a pas, entre guillemets... Où ils nous ont mis une misère et on se dit, oula, en fait, là, on a pris une torgnole. S'il y a eu ça avec les espoirs, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce genre... Je parle plus pour l'inverse, moi. Je parle plus de l'Espagne. C'est-à-dire qu'avec un sélectionneur comme Roberto Martinez, qui avait connu la Belgique, là, qui a connu le Portugal, avec l'équipe de France, en se disant, on va se faire avoir. Est-ce que l'Espagne va avoir cette même gamberge-là? Moi, j'ai l'impression quand même qu'il y a beaucoup de jeunes joueurs. Enfin, il y a des joueurs nouveaux, il y a un nouveau sélectionneur. Est-ce que pour moi ça va être ça la grande question. Quelle Espagne on va voir? Est-ce qu'on va voir une équipe d'Espagne possession défensive qui va craindre l'équipe de France, qui va être dans un match d'attente en se disant bon allez, ou est-ce qu'ils vont aller chercher très très haut? Est-ce que c'est aussi ça qui me fait douter, moi. Si on reste focus sur l'Espagne, Elton, on a une équipe qui, je le disais, est donc attrayante footballistiquement, qui en plus a des résultats, qui a une paire de milieux peut-être la meilleure paire de l'Euro entre Rodri et Fabien Ruiz. Ça joue peut-être avec Schouten et Reinders côté Pays-Bas, mais sinon on est sur la meilleure paire de l'Euro. Comment tu vois cette équipe-là agir? Est-ce que tu les sens libérés? On sait que dans le groupe, tout le monde s'entend super bien depuis le début du rassemblement, etc. Tu les sens libérés pour affronter ce qui est peut-être le plus gros cadenas européen? Faut pas banaliser plusieurs choses. Déjà, ça a été avancé dans la presse espagnole. Tu es sur les mêmes temps de passage que l'Espagne de l'Euro 2008.
C'est quelque chose qui quand même qu'on n'avait pas forcément. Tu parles en termes de buts marqués. Ouais, exactement, en termes de résultats, savoir 4 victoires en 90 minutes, une victoire même en prolongation, donc tu es même un peu supérieur à ça. Ensuite, il y a quelque chose qui est très important, le fait de retrouver un dernier carré. Oui, l'Espagne était déjà dans le dernier carré en 2021, mais là, ça a une autre connotation à partir du moment où, comme je l'ai déjà évoqué, tu es sorti de la poule d'abord et tu as battu le pays organisateur à la 119e minute. Donc forcément, ce qui se passe du côté de l'Espagne, c'est qu'il n'y a pas cette idée de tournoi réussi où, entre guillemets, il y aurait de la décompression, mais maintenant, on va vers plus. On va vers plus à partir du moment où on a atteint l'objectif, notamment par rapport à ce dernier carré, qui était un objectif qui était de grande qualité et qui a été atteint avec brio. Et j'insiste là-dessus. Maintenant, là, je ne te dirais pas qu'ils vont être relâchés contre l'équipe de France parce qu'il est question d'une demi-finale d'Euro, mais qu'à côté de ça, moi je pense que cette équipe, renforcée par ses convictions footballistiques, renforcée par le fait qu'elle a été dans une résistance en prolongation contre l'Allemagne, elle n'a pas mis un but qui sort du hasard. Ça faut le préciser. Et ben moi je pense que contre l'équipe de France, je ne vais pas tomber sur une Espagne craintive. Quand bien même tu as des suspensions, parce que les suspensions font partie du lot de la compétition et que je pense que l'Espagne, ça a été sa principale identité, ça a été sa principale marque de fabrique, elle est toujours allée de l'avant, quand bien même il y avait une adversité qui était différente, quand bien même il y avait des blessures. Bon, ça va être intéressant maintenant de savoir quelle vision du match vous avez. Donc on va faire la dernière partie de l'émission avec le moment au tableau par Winamax. On vous rappelle, Winamax nous aide et est avec le Club des 5 depuis très très longtemps. Nous, on vous propose des cotes. Bien sûr, on vous rappelle que le jeu comporte des risques. Il faut faire attention aux mises que l'on met et on vous propose des cotes. Après, vous voyez, nous on en fait notre petit tableau. Si nos cotes rentrent, je vous montre le classement. On l'a normalement le classement. Il paraît qu'Elton t'es passé devant moi. C'est vrai. Ouais. Bon, à la fois, tu as 2 fois plus de paris que moi, donc bon, voilà. Mais Elton est passé devant moi, Walid est toujours en tête, avec courte tête. On est quand même bien, hein, parce qu'on met une pilule à tous les autres. Hein. Ouais, après, on fait beaucoup plus d'émissions que tous les autres, quand même. Oui, c'est vrai. Ouais. Je regarde Sam... Ah ouais, Sam Vasselin, il n'a pas fait tant que ça, en fait. Hein. Ouais, c'est vrai, j'ai repris un peu d'avance, c'est vrai. Mais bon, on leur met une vraie pilule. J'ai quand même plus d'émissions que le 7, 8, 9 et 10. Réunis, hein. Tous réunis. Ouais, on t'exploite un peu. C'est vrai que t'es le mec qui fait le plus d'émissions. Ouais, mais on l'exploite un petit peu. Ouais. C'est cool. Donc, nos pronos, nos paris autour de cette Espagne-France. On a eu chacun un prono un peu différent. On est allé vers des buteurs, on est allé vers des joueurs décisifs, on est allé vers des résultats. J'ai commencé par toi, Elton. Ouais. Qu'est-ce que tu vois ? Je suis parti sur la qualification de l'équipe de France. Qualification de l'équipe de France, ça veut dire que c'est pas forcément 90 minutes, ça peut être prolongation ou tir au but. Oui, parce que l'équipe de France en 90 minutes, c'est 2 victoires donc, contre l'Autriche et contre la Belgique. Et moi, je me dis que ça va être un match à l'usure, comme dans la lignée de ce qu'a pu réaliser l'équipe de France lors de cet Euro. Et que moi, je me dis, le temps sera l'allié de l'équipe de France face à l'Espagne, parce que 90 minutes, ça me paraît un peu plus compliqué. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu aller sur la formule prolongation, voire séance de tir au but, encore plus renforcée par cette idée que la qualité des tireurs de l'équipe de France me rassure. Il faut savoir que le match face au Portugal était le premier match de l'ère Deschamps remporté après les 90 minutes. C'est vrai. Et il n'avait jamais fait ça. À chaque fois que ça allait en prolongation, il perdait le match soit en prolongue, soit. Après, c'est vrai que tu es parti, tu es arrivé à 3 reprises en prolongation. Il y a eu l'Espagne, il y a eu le Portugal 2016, il y a eu la Suisse 2021 et l'Argentine 2022. Exactement. Voilà. Donc c'est la première fois, peut-être que ça peut redonner confiance aux joueurs de l'équipe de France. 2-0-5, la qualif de la France. Walid, tu vois quoi ? Moi, je vois la victoire de l'Espagne en 90 minutes. Ah. Donc, pourquoi enfin, vas-y, donne-nous les. Tu penses que par rapport à tout ce qu'on a dit, ils vont trouver les moyens de ouais, moi, je pense que sur la dynamique, s'il y a une logique, pour moi, l'Espagne doit remporter ce match-là. On l'a dit, ils sont à 11 buts marqués, 2 buts concédés. Ils ont joué leur match avec beaucoup d'enthousiasme, avec beaucoup de volonté, de velléité offensive. Je vois une confiance démesurée chez certains joueurs. Je pense globalement qu'ils ont tous les outils pour faire un gros match et battre l'équipe de France. Moi, j'ai trop d'incertitudes, notamment sur l'aspect offensif de l'équipe de France, sur l'efficacité, sur les individualités qui ne sont pas encore à leur poids de forme, à leur pic de forme, pardon. Alors,
on peut avoir une surprise et bien évidemment que l'équipe de France est capable d'emmener cette équipe d'Espagne dans un long rallye, dans une grosse rencontre, dans un gros match. Ils viennent de nous le montrer contre le Portugal, mais comme sur le précédent débat, je pense que la marche elle sera un peu haute pour l'équipe de France et qu'à un moment donné elle se fera rattraper par ses défauts. Voilà, je vois l'Espagne gagner. Il y a quand même une culture de la demi-finale de l'équipe de France parce que j'ai vu cette stat. La dernière fois que l'équipe de France a perdu en demi-finale, c'était donc contre la République tchèque en 96. Ah oui, il y a seulement 3 joueurs de l'équipe de France actuelle qui étaient nés. C'est-à-dire Mike Maignan, Kanté et Antoine Griezmann. Et donc depuis, il y a eu des demi-finales. Enfin, dans le 11. Il y a eu des demi-finales en 98, en 2000, en 2006, en 2016, en 2018, en 2022. Ouais. 6 demi-finales de suite remportées. C'est pas mal quand même. On va voir. Non, mais je savais pas cette stat, mais c'est pas mal. On espère que la France continue cette série. J'avais complètement oublié 96. Pour moi, ça remontait à 82. Après, 86. À 86. Après. Ouais, 86. L'Espagne à 2,65 pour Walid. Moi, je vais terminer et je vais vous mettre un joueur décisif. Je vais pas mettre un joueur français. Petit spoiler, les socios qui nous regardent, on va peut-être sortir une vidéo sur un joueur français dans la soirée. Activer la cloche pour avoir les notifications sur la chaîne du Club des 5. Moi, je vais mettre Dani Olmo décisif. Dani Olmo décisif à 3,45. Dani Olmo, tu le disais tout à l'heure, Elton, il a fait but et passe D sur le match face à l'Allemagne. Il va être titulaire à la place de Pedri. Je le trouve hyper en forme, Dani Olmo, en ce moment. Et puis, voilà, je vois bien Deschamps mettre un plan anti-ailier avec un traitement... très sympa, particulier sur très particulier sur Nico Williams et sur Lamine Yamal, et ça va donner pas mal d'espace à Dani Olmo qui peut être soit buteur comme il l'a été sur la passe de Yamal au but, soit sur le premier but, soit passeur pour Mikel Merino, pour Alvaro Morata, pour potentiellement un ailier aussi, pour Fabian Ruiz, voilà, pourquoi pas. Si ça peut t'aider dans un autre contexte, mais il avait mis un but extraordinaire à Munich. En Super Coupe d'Allemagne. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. C'est dans le même stade. Ouais. C'est dans le même stade là. J'espère que ça va pas l'inspirer quand même. Dani Olmo décisif, donc c'est à 3,45, soit buteur, soit passeur. Voilà. Merci Walid, merci Elton, merci à Farid Hachem qui a préparé et réalisé l'émission. Il se peut qu'on se retrouve très vite pour parler d'un certain joueur français qui porte le numéro 10. Je sais pas si vous voyez qui c'est. Voilà, on va y revenir dans quelques heures sur la chaîne du Club des 5. À très vite, ciao. Salut.